Le TD d'aujourd'hui porte sur la transmission d'informations avec les techniques numériques et on va en fait peu se focaliser sur les modulations et plutôt s'intéresser aux signaux dits en bande de base, donc les signaux modulants que l'on va appliquer à un modulateur FM ou AM, donc qui porte un nom particulier, FSK, ASK ou PSK, suivant les cas, mais donc les techniques employées sont assez proches de ce qu'on a vu en analogique. Donc l'exemple d'application ici, ça serait l'étude d'une transmission bidirectionnelle, même si l'aspect bidirectionnel ne sera pas vraiment abordé, pour une communication d'équipement domotique de portée 500 mètres en utilisant la bande 433-434 MHz, donc de 433 à 434 MHz, qui est une bande libre de droit. Et donc le signal modulant numérique présente un débit pouvant varier entre 1,2 et 9,6 kilobits par seconde, donc, ou en kilobaud. Et donc ce signal en bande de base est de type Manchester. Et donc c'est ça qu'on va étudier dans la première partie du TD. Donc, d'après les formes d'ondes données en cours, quelle est la séquence binaire produisant le signal de plus haute fréquence, soit une succession de 0, soit 01, 01, 01, avec un codage de type Manchester. Donc là, pour répondre à la question, en fait, il faut aller voir à quoi ressemble le code Manchester dans le cours et dessiner les formes d'ondes que l'on va avoir dans tel ou tel cas. Donc, là sur ce slide, je vous ai réindiqué la forme d'onde d'un code Manchester. Donc la particularité de ce code Manchester, c'est que pour un 0 logique, on a un signal qui évolue d'une valeur basse à une valeur haute pendant le temps symbole et donc la durée de l'émission du bit. Et donc là, donc ça n'est pas indiqué, mais pour obtenir une densité spectrale de puissance, un spectre qui ne contient aucune information à fréquence nulle, il faut que ce soit symétrique. Donc mettons que là on est du moins 5 volts et ici du plus 5 volts, il faut que la durée d'application du moins 5 et du plus 5 soient les mêmes. Et donc si on a ça, si c'est symétrique et si ça dure autant de temps l'un que l'autre, on aura une valeur moyenne qui sera nulle. Et donc ça sera respecté aussi pour le 1 logique. Et donc le 1 logique, c'est l'inverse. En fait, on part de la valeur haute pour aller à la valeur basse. C'est un front descendant. Et au passage, on peut constater que le 0 logique est toujours représenté de cette manière-là et que le 1 logique est toujours représenté de cette manière-là. C'est un code simple. Il n'y a pas de petite subtilité avec un motif différent, une alternance pour coder toujours un 0 ou coder toujours un 1. Donc, une fois qu'on a dit ça, à quoi ressemble le signal constitué d'une succession de 0. Donc le premier chronogramme, je vais le dessiner. Donc là vous avez en fait des délimitations des temps symboles. Donc 0, 0, 0, et ainsi de suite, comme ça. Donc le signal qu'on va appeler x00 de t, ça a cette tête là. Et donc, alors plutôt que dire que c'est du moins 5 plus 5, on va dire que c'est du moins x plus x. Et donc en termes de durée de ici, donc je vais l'appeler TS, et donc j'ai précisé que là on a bien TS sur 2 et TS sur 2. Et ici pareil. Donc de toute façon ça se répète, c'est toujours le même code. Et deuxième cas de figure, le X
que l'on aurait pour 0,1, 0,1, 0,1, donc je vais l'appeler x01 de t. Donc le 0, on le code de la même manière. Et le 1, donc de cette manière-là. Et donc, ça se répète comme ceci. Donc 0 et 1. Donc là, la première chose que l'on peut noter, c'est que la durée d'une période, dans le premier cas, la période c'est TS, alors que la période pour x01, c'est 2 TS. Ici on a TS sur 2, ici on a TS sur 2, et là on a un TS en entier. Donc on a bien 2 TS. Donc le signal de plus haute fréquence, la séquence binaire produisant le signal de plus haute fréquence, c'est clairement celui qui a la période la plus petite, donc x00. À partir de là, on vous demande de décomposer ce signal de fréquence maximale en série de Fourier. Donc, pour faire ce calcul-là, c'est un front montant. Le temps symbole, je vais le reporter ici. Pour que ce soit plus commode pour faire les calculs, il est judicieux de changer l'origine des temps et de la mettre ici. Et donc, moins x plus x. Et donc, toujours pareil avec TS sur 2, TS sur 2. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce signal x00 de t? Alors, de t avec cette nouvelle origine des temps, et bien c'est un signal qui est pair ou impair. C'est une question. Il n'y a pas de piège. J'aurais impair. Impair. S'il est impair, ça veut dire que sa décomposition en série de Fourier ne va comporter que des sinus. Sinus. Donc x00 de t va être une somme infinie de... Alors, je vais garder la notation habituelle, on les note BK. Sinus k fois 2pi t sur ts. La périodicité, c'est bien ts, de toute façon. Et donc, la question à se poser, c'est que valent ces BK? Donc, il n'y a pas de composante continue, ça c'est clair. La valeur moyenne de x00, qui est notée généralement à 0, elle est nulle. Et pour tout cas, en fait, appartenant à n étoiles aussi, les AK sont nuls. Donc je vais pas me lancer dans le calcul effectif des BK pour un signal carré. Que vaut B1? Est-ce que quelqu'un s'en rappelle? Connaissant l'amplitude x du signal, un signal plus x moins x, l'amplitude du fondamental c'est 4 sur pi. 4 sur pi fois x.
Et ensuite, BK est égal à 0 si K est pair. Les seuls BK différents de 0 sont avec K égale à 2P plus 1, donc impair, avec P appartenant à N. Donc la forme générale de BK, ça sera B. Alors, je devrais noter B indice de P plus 1 est égal à B1 sur 2P plus 1. Donc en fait, on aura un harmonique 3 d'amplitude B1 sur 3, un harmonique 5 d'amplitude B1 sur 5, etc. etc. Et donc là, pourquoi on a pris une origine des temps ici, c'est pour avoir un signal impair, et le fait est d'avoir qu'avec un signal impair, les BK s'écrivent sous cette forme-là, alors que quand on fait le choix d'une origine des temps ici par exemple, où là on aurait une fonction paire, bah, cette fonction paire, elle ne va se décomposer qu'en cosinus, mais avec des BK qui auront la même valeur absolue, mais qui seront alternés en signes. Le fondamental sera bien 4x sur pi, mais l'harmonique 3 sera moins B1 sur 3, l'harmonique 5 plus B1 sur 5, etc. etc. Donc bon, c'est plus commode de faire comme ça. Mais donc, ce qui va nous intéresser après, c'est essentiellement le contenu spectral. L'important, c'est de savoir qu'on aura un harmonique 1, un fondamental, donc harmonique 1, un harmonique 3, un harmonique 5, etc. etc. Donc là, j'avais un slide supplémentaire pour le calcul, pas besoin. Ensuite, en supposant que le signal en créneau passe par un filtre... attendez. J'ai pas zappé de question, donc c'est bon. En supposant que le signal en créneau passe par un filtre passe-bas idéal de fréquence de coupure 2 sur TS. Alors ça peut quand même être utile d'utiliser le slide précédent pour dans le cas minimal. En fait, le signal X01, c'est le signal de fréquence minimale. Comme la période elle vaut 2 TS, eh bien, la fréquence vaut 1 sur 2 TS. Et donc, c'est un signal carré. Donc, décomposable avec la même série de Fourier. Que x00, mais de la forme, donc x01 de t est égal à une somme pour k qui va de 1 à l'infini de bk sinus de k pi t sur 2ts. La période c'est 2ts, donc en fait les deux vont se simplifier. C'est la seule chose qui va changer. Mais les BK, c'est les mêmes que pour la série de Fourier de x00. Donc en supposant que le signal en créneau passe par un filtre passe-bas idéal de fréquence de coupure 2 sur TS, donc 2 fois la fréquence 1 sur TS, donner l'expression du signal après filtrage. Donc filtre idéal, ça implique que si le signal appartient à la bande passante alors
il se retrouve à l'identique en sortie. Sinon, il est totalement supprimé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le signal x00, le fondamental a une fréquence 1 sur ts, qui est bien inférieur à 2 sur ts. Donc ça, c'est OK. Et l'harmonique 3, il a une fréquence 3 sur ts, qui est supérieure à 2 sur ts. Donc il est supprimé. Donc x00 filtré, ça sera tout simplement 2t. Ça sera tout simplement B1 sinus 2πt sur ts. Une sinusoïde pure. Dans le cas de l'émission 010101, alors décomposée en série de Fourier, ça c'est déjà fait. Donc avant et après filtrage, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, donc le signal, il a un fondamental à la fréquence 1 sur 2 ts, qui est bien inférieur à 2 sur ts. Donc ça passe en sortie du filtre. L'harmonique 3 a une fréquence 3 sur 2 ts, et 3 sur 2 ça fait 1,5, donc c'est inférieur à 2 sur ts, donc ça passe aussi. Et l'harmonique 5, donc au passage j'ai pas indiqué que les harmoniques au-delà du rang où ça passe plus, ça passe plus. Donc 5 sur 2 ts, donc c'est-à-dire 2,5 sur ts, c'est supérieur à 2 sur ts, et donc là, filtré. Donc le x01 de t filtré est égal à B1 sinus de pi t sur ts plus B3 sinus de 3 pi t sur ts. Donc la seule chose qu'on peut dire pour le moment, c'est qu'une succession 0, 0, 0, on pourra faire la différence par rapport à 0, 1, 0, 1, 0, 1. Là maintenant, il y a un petit gap. Est-on capable de discerner un 0 d'un 1 à partir du signal filtré? Donc là, remarque, x 1, 1 de t, une succession de 1, son spectre serait identique à x00. Donc en fait, une longue succession de 1 est indiscernable d'une longue succession de 0. C'est ça que ça veut dire. Par contre, avec les deux résultats précédents, on est capable de discerner un x00 d'un x01. X0 00 discernable de x01. Ça implique quoi, ça?
ça implique qu'on est capable de détecter un changement de 0 vers 1 et par extension mais aussi de 1 vers 0 par rapport à un maintien. Donc ce que l'on peut dire c'est réponse c'est oui mais seulement si on connaît l'état initial. Donc en fait il faut se mettre d'accord en début de communication pour commencer à un état particulier, 0 ou 1, et une fois qu'on a fait ça, le récepteur sera capable de voir si à partir d'un premier bit dont il connaît la valeur, si le deuxième est du même type ou s'il y a eu un changement. Et donc par construction, par reconstruction en relatif, arriver à récupérer l'information. Mais dans l'absolu, discerner un 0 d'un 1 n'est pas possible. Donc ça n'est seulement vrai que si on connaît l'état initial. Alors maintenant, en admettant que le signal appliqué en entrée de modulateur FM est celui en sortie de filtre passe-bas, calculez la profondeur de modulation MF à utiliser de manière à occuper toute la bande d'émission 433-434 MHz. Donc, vous avez un signal Manchester qui attaque un filtre, qui attaque un modulateur FM. Ensuite, on a probablement un ampli radiofréquence et une antenne. Donc voilà le synoptique de la structure. Et donc là, la bande occupée, vu qu'on parle de MF, ça doit vous rappeler la formule de Carson, qui nous dit que B en FM est égal à 2 facteurs de 1 plus MF fois F max. La fréquence F max étant la fréquence maximale du signal modulant. Donc là, attention, il ne faut pas partir du principe que la fréquence maximale, il faut l'évaluer à partir de x0 ou x00 ou x01. Ça marche pas. C'est des cas particuliers. Périodique. Le cas général, on a un spectre continu avec des fréquences qui appartiennent à l'ensemble des réels. C'est pas juste des multiples entiers d'une fréquence fondamentale. Donc la seule chose dont on est sûr, c'est qu'en sortie du filtre, F max est égal à la fréquence de coupure.
et la fréquence de coupure, elle vaut 1... attendez, que je dise pas de bêtises, elle vaut 2 sur TS. Donc c'est ça qu'il va falloir prendre comme fréquence Fmax dans la formule de Carson. Donc B, on l'a. Ça vaut quoi? Extrêmement compliqué. Entre 433 et 434 MHz, la bande vaut 1 MHz. 1 MHz. Au niveau du TS, en fait on a 1 sur TS. C'est ça. Le débit binaire, brut, c'est 1200 ou 9600, c'est directement 1 sur TS. Donc ça d'ailleurs par la suite on appellera ça le débit brut. Brut sans E. Hop. Donc le résultat, alors je sais pas si le slide d'après c'est toujours la même question. Oui c'est ça. Donc on a B qui est connu égal à 2 facteurs de 1 plus MF fois Fmax qui vaut 2 sur TS avec 1 sur TS qui est le débit brut. Donc on va avoir 4 facteurs de 1 plus MF fois le débit brut. Décidément, je prends beaucoup de place alors qu'il y avait de la place. Hop. Et c'est MF que l'on cherche à calculer. Donc MF est égal à B sur 4 dB moins 1. Et donc il y a deux valeurs à calculer. Pour dB égale à 1200 bits par seconde et pour dB égale à 9600 bits par seconde. Donc, rappel, en radio FM, on avait MF égale à 4, égale à 5, pardon. Donc en fait c'est un réglage qui permet de faciliter la démodulation. Si vous avez un MF plus petit, ça sera plus difficile. Si vous avez un MF plus grand, ça sera encore plus facile, mais c'est inutilement facile. En fait, ça vous indique le degré de variation de la fréquence porteuse. Un MF petit, ça veut dire que votre fréquence porteuse va peu bouger et vous aurez besoin d'un appareil très sensible pour détecter ces variations. Alors qu'avec un MF très grand, ça veut dire que vous avez beaucoup de place et donc que vous gaspillez de la place. Et là, vous allez voir que avec 1 MHz de bande passante, on gaspille beaucoup de place. Donc, est-ce que vous pouvez me donner les deux MF? Donc avec le débit minimal, vous aurez le MF maximal, et puis pour le débit maximal, vous aurez un MF minimal. Moi, en valeur, j'ai 207 et 25.
Donc dans les deux cas, on gaspille beaucoup de bandes passantes. Et c'est logique parce que le débit il est quand même très faible, hein. Transmettre 1900 bits 9600 bits par seconde avec une bande passante de 1 MHz, c'est vraiment bah, beaucoup de bandes occupées pour pas un débit très important. Et donc si on se dit que le MF de 5 est largement suffisant, ça voudrait dire qu'on pourrait multiplier le débit par 5 sans poser de problème à la démodulation. Donc voilà l'idée. Et donc bien évidemment avec 1200 bits par seconde, c'est encore pire. 207, c'est un MF qui est monstrueusement élevé. Donc voilà. Donc là, c'est un calcul qui vous permet de voir si pour un débit donné, est-ce que vous aurez du mal ou pas à démoduler. Avec un MF égal à 5, c'est relativement facile à démoduler. Un MF un peu plus petit, ça passe encore. Un MF beaucoup plus grand, ça veut dire que vous gaspillez de la place. Donc voilà. Donc on en arrive maintenant à l'émission du message par un microcontrôleur et pas tellement à la forme électrique du signal. Là on manipule des bits, donc des informations qui valent 0 ou 1. Et donc on vous indique la forme que prend la trame. L'émission est effectuée avec un format 1 bit de start, 8 bits de données, 1 bit de parité et 1 bit de stop. Quel est le débit utile maximal d'émission de la chaîne de transmission? Donc en fait le temps symbole c'est ça. Et donc quand on dit 1 bit de stop, ça veut dire que là la durée qui n'a pas l'air d'être identique à celle des autres. Je vous avais dit qu'en fait le bit de stop on pouvait avoir une durée un peu plus longue qu'un temps symbole. Là on fait l'hypothèse que le stop dure un temps symbole. Et autre information utile, il y a bien un bit de parité, il existe bien. Et ce qui concerne les données, on a 8 bits ici. Quelle est la longueur de la trame? « 11 bits. 11 bits. Et donc il faudra 11 temps symboles pour émettre ça. Et quelle est la longueur de la donnée? C'est 8 bits. Donc en fait, et il faudra 8 temps symboles pour émettre cette donnée. Donc en fait, le temps utile, c'est 8 onzièmes du temps total. Alors il y a quand même une hypothèse derrière, c'est au mieux. Ça veut dire quoi? Au mieux, ça veut dire que dès qu'on a fini un stop, on recommence avec un start. Sans perte de temps. Donc en fait, une trame suit une autre sans écart de temps entre les deux. Intervalle nul entre deux trames. Et donc ça conduit à ça. Et donc si le débit brut il est de 1200 ou 9600 bits par seconde, tout compris, le débit utile il sera égal à 8 onzièmes du débit brut. Et donc bon là on fait pas l'application numérique, mais c'est pas très compliqué de faire 8 onzièmes de 1200 ou 8 onzièmes de 9600. On perd un peu de temps
en encapsulant les données dans des choses qui sont quand même indispensables, hein. Le start et le stop, hein, dans une liaison série asynchrone, le start c'est ce qui va donner le top départ pour ensuite euh, démarrer la trame et que le récepteur puisse se synchroniser sur cet événement. Et donc il sait que à la fin d'un start, on va avoir un bit, puis un autre, chacun durant un certain temps défini au préalable. Et à la fin de la transmission, on rajoute un bit de parité pour vérifier que la donnée n'a pas été corrompue pendant la transmission. Et donc on évaluera son efficacité de ce bit de parité, mais rajouter un bit à la fin d'une trame de 8 bits, c'est un surcoût qui est modéré et qui est quand même relativement efficace. Et ensuite, il faut revenir à l'état de repos, parce que donc pour qu'un start puisse avoir lieu, et un start c'est un passage arbitrairement à l'état bas, l'état 0 logique, donc parce qu'au repos on est à l'état 1 logique, et bien il faut que en fin de transmission le système se ramène à l'état de repos. Donc le stop c'est équivalent à un repos, mais c'est un repos qui est minimal de 1 temps symbole dans notre cas. Et donc c'est ce qui va permettre de redémarrer un start tout de suite après. Donc le start et le stop sont indispensables et le bit de parité il est utile pour détecter un défaut de transmission. Et donc voilà. Mais ça fait perdre un peu de temps. C'est une sorte de rendement, 8 onzième. Alors le rendement serait meilleur si la donnée transmise était plus longue, une trame plus longue, mais donc ça je vous ai dit que ce choix d'un message court, il est utile si vous disposez pas d'une horloge extrêmement précise. Si au niveau de l'émetteur et au niveau du récepteur vous avez des horloges qui peuvent dériver l'une par rapport à l'autre, plus la trame est longue, plus vous risquez de commettre des erreurs au moment de la réception parce que vous aurez trop dérivé par rapport à l'émetteur. Et donc c'est un compromis, qui est lié à la longueur de la trame et à la durée du symbole. Plus le débit est élevé, plus une dérive temporelle va avoir un impact significatif. Et puis donc bien évidemment c'est cumulatif, donc plus la trame est longue, plus ça dérive évidemment aussi. Ensuite, toujours dans cette configuration, en considérant une parité de type pair, donc en anglais ça se configure dans le logiciel de configuration de liaison série, le terme employé c'est généralement even, et odd quand c'est impair, donner la trame correspondant à l'émission du code hexadécimal 0xA7. Donc un petit peu d'explication. 0xA7, ça le 0x c'est emprunté au langage C. Quand on code une donnée en hexadécimal, la syntaxe commence par indiquer le type de codage utilisé. Est-ce que c'est du décimal, auquel cas on met rien? Est-ce que c'est du binaire? Est-ce que c'est de l'octal? Est-ce que c'est de l'hexadécimal? Et donc 0 c'est pour indiquer que c'est un codage et X pour hexadécimal. Donc l'hexadécimal, par définition, c'est un codage qui utilise des nombres qui peuvent prendre 16 valeurs possibles. De 0 à 9, puis 6 autres digits possibles qui sont A, B, C, D, E et F. Donc ce sont les 16 valeurs possibles. Alors pourquoi on utilise l'hexadécimal? Parce que c'est une commodité, c'est une puissance de 2. 16 c'est 2 puissance 4. Donc en fait, un digit hexadécimal est équivalent à 4 bits. Donc bit c'est digit binaire.
Donc, comment on traduit 0x à 7? Eh bien, en fait, c'est un mot de 8 bits. Donc le premier digit, alors, je vais le faire en bleu, le 7. Et ensuite le A en vert. Chacun correspond à 4 bits. La partie poids faible, bah, c'est de toute façon le poids faible de n'importe quel nombre, c'est à droite. Et le poids fort, c'est à gauche. Donc, et le poids affecté à chacun des bits, c'est 2 puissance 0, 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3. Et puis après, on recommence 2 puissance 0, 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3. 2 puissance 0, ça fait 1. 2 puissance 1, ça fait 2. 2 puissance 2, ça fait 4. Et 2 puissance 3, ça fait 8. Et donc, comment on s'y prend pour coder un nombre? Bah, donc le 7 d'abord. Ben, en règle générale, on essaye de faire apparaître le nombre le plus grand possible dans les briques de base d'un digit comme ça. Donc le 7, est-ce qu'il y a 8 dedans? Bah, la réponse est non. 8 c'est plus grand que 7, donc ça va pas. Par contre, 4, ça rentre dans 7. Donc en fait, 7 c'est 4 plus 3. Et ensuite dans 3, est-ce que 2 ça rentre dans 3? Bah oui. Et donc il reste 1. Et le 1, est-ce que ça rentre dans 1? Bah oui. Donc en fait, 7 c'est 4 plus 2 plus 1. Donc 2 puissance 0, ça y vient une fois. 2 puissance 1, ça vient une fois. Et 2 puissance 4, ça y vient. 2 puissance 2, ça y vient une fois. Par contre, 2 puissance 3, ça y est pas. Donc voilà. La trame, enfin le commence à se dessiner. Le digit 7, c'est 0, 1, 1, 1. Et ensuite A. A, c'est 10. Vu que ça vient après le 9. Donc, est-ce que 8, ça rentre dans 10? Bah oui. Il reste 2. Donc 4, bah ça tient pas dans 2. Donc, il n'y a pas de 4. Et ensuite, 2, bah ça tient dans 2. Et après, il ne reste plus rien. Donc, il n'y a pas de plus. On s'arrête là. Et donc, la traduction binaire de A, bah, c'est 0 fois 2 puissance 0, 1 fois 2 puissance 1, 0 fois 2 puissance 2 et 1 fois 2 puissance 3. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le MSB, le bit de poids fort, le Most Significant Bit, et le bit qui se trouve là, c'est le LSB, le Least Significant Bit, le bit de poids faible. Et ce que l'on peut voir ici, c'est que D0, c'est le bit de poids faible. Et on termine par le bit de poids fort. Donc en termes de trame, je sais pas si la slide d'après c'est... Oui, non, c'est pas ça. Donc je vais faire un copier-coller. Et je vais sélectionner ce truc là. Voilà. Et donc, pas la peine de mettre un compte. Pourquoi ça reste là comme ça? Bon, ça veut pas. Tant pis. Donc, en termes de trame, donc là, on est au repos.
On n'est pas obligé de considérer qu'on fait du flux tordu. Qu'est-ce qu'on fait au départ? On a un start. Donc on fait tomber la ligne. Alors je vais changer de couleur. Je vais prendre du orange. Repos. On fait tomber la ligne pendant un temps symbole. Ensuite, qu'est-ce qu'on émet? Le LSB, qui est à 1. Ensuite, le bit de poids juste au-dessus, il est à 1 aussi. Le bit de poids juste au-dessus, il est à 1 aussi. Ensuite, on passe un 0 pendant un temps symbole. Le temps symbole d'après, c'est aussi un 0. Le temps symbole d'après, c'est un 1 logique. Ensuite, un 0 logique. Et ensuite, un 1 logique. Et on termine par le bit de parité. Donc là, je reporte les codes. 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Ça, c'est le LSB. Ça, c'est le MSB. Ça, c'est le start. Et il reste donc le bit de parité. Le bit de parité, on vous dit que c'est une parité paire. Donc ça veut dire que le nombre de bits à 1 de la trame transmise, bits de start et de stop non compris, doit être à 1. Doit être paire, pardon. Donc on compte le nombre de bits à 1. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bits à 1. Et il nous faut un résultat pair. Donc en fait, il faut un 6e bit à 1 pour avoir un résultat pair. Donc le bit de parité doit être à 1 aussi pour avoir 6 bits à 1. Donc nombre pair. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on doit appliquer le stop, qui est lui aussi à l'état haut pour ramener un état de repos. Donc voilà à quoi ressemble la trame que l'on nous demande quand on émet 0x à 7. Donc voilà pour la question quand on émet. Et puis donc là c'est quand on reçoit une question qui consiste à vérifier si le message reçu est correct ou pas. Donc là en fait au total dans l'accolade vous avez 9 bits qui sont notés. Donc 8 bits de données plus 1 bit de parité qui est noté en gras. Donc en fait le bit de poids faible c'est celui-là, le bit de poids fort c'est celui-là et le bit de parité c'est celui-là. Le message reçu est-il correct? Monsieur, Oui. excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter? Parce que je voyais pas votre souris quand vous disiez le bit de poids faible, le bit de poids fort. Le bit de poids faible. Là c'est dans le sens chronologique. On reçoit d'abord un 0 et ici donc on reçoit un 1 et donc ça c'est le MSB. Et le bit en gras ici c'est la parité. Ok, merci. Et donc là si on compte le nombre de bits à 1, on en compte 1, 2, 3, 4, 5. Conclusion. Si la parité est paire, on a une erreur de manière certaine.
Et donc ça c'est important de le noter. Avec le bit de parité, quand on détecte une erreur, on en est certain. Le message est certainement faux. Alors que quand on a une parité qui est respectée, il n'y a a priori pas d'erreur, mais on n'en est pas sûr. Parce que si vous avez un bit qui est altéré pendant la transmission, vous violez la parité, mais si vous avez deux bits qui sont altérés, bah, elle est à nouveau respectée. Les erreurs se compensent. Et donc ne pas avoir d'erreur ne signifie pas avoir détecté, ne signifie pas avoir un résultat juste pour autant. Ça ne vous le garantit pas, c'est juste improbable. Et le caractère improbable, on va l'évaluer dans les questions qui suivent. Donc, le taux d'erreur par bit constaté au niveau de l'émission-réception du dispositif est de 10-5. Donc ça veut dire que statistiquement, chaque bit reçu, alors ça ne concerne que les bits de données et de parité. Il n'y a pas de prise en compte des bits de start et de stop. Alors pourquoi? Parce qu'en fait c'est l'encapsulation elle-même du message qui enfin le bit de start et le bit de stop servent à l'encapsulation. S'ils sont faux, enfin il n'y a rien qui marche. Donc là on suppose que quand même le start et le stop sont corrects. Sinon, de toute façon, il y a des chances qu'on s'en aperçoive parce que le bit de stop, par exemple, serait à l'état bas. Et un bit de stop à l'état bas, c'est clairement un gros problème. Donc, bit de données, bit de parité uniquement. Et donc, statistiquement, chaque bit a une chance sur 100 000 d'être faux. Donc là, c'est une donnée du problème, hein, c'est une hypothèse. 10-5. Bon. Ça dépend du niveau de bruit dans le circuit, du type de modulation, du type de canal de transmission utilisé. Forcément, quand c'est en hertzien, il y a plus de chances que ça se passe mal que quand c'est en filaire, et en filaire blindée en particulier. Et donc là, on s'intéresse à une trame élémentaire, donc c'est-à-dire 9 bits. Quelle est la probabilité d'avoir une erreur? Et une erreur, c'est strictement une erreur. Et ça implique quoi d'avoir strictement une erreur? Ça implique d'avoir un bit faux et 8 bits vrais. Donc la probabilité pour qu'un bit soit faux, c'est le fameux 10-5. Donc on va le noter de manière littérale, on va appeler ça le BER pour Bit Error Rate, le taux d'erreur par bit. Donc forcément, si la probabilité qu'un bit soit faux est de 10-5, quelle est la probabilité qu'il soit vrai? Un moins 10-5. Voilà. Donc la probabilité donc ça c'est la probabilité élémentaire. Pour les deux, hein. Mais élémentaire c'est par bit. Et là ce qu'on pose comme question c'est par trame.
Donc avoir un bit faux et 8 bits vrais, les éléments, les bits étant indépendants les uns des autres, a priori, il faut, quand on a un et logique avec des éléments disjoints, enfin indépendants, oui indépendants, pas disjoints, BER, puissance 1, vu que c'est 1 bit, fois 1 moins BER, puissance pour 8 bits vrais, c'est puissance 8. Alors, est-ce que c'est tout pour calculer P1? Est-ce qu'il manque pas quelque chose? Prendre toutes les combinaisons possibles. C'est-à-dire, il y en a combien? 8 parmi une, donc 8. Non? Vous Non? avez une boule rouge à placer parmi 9 positions. Ça vous fait 9. Le bit faux, il peut être à la première position, à la deuxième, à la troisième, peu importe, jusqu'à la 9e, et ça vous fait 9 positions possibles. Donc P1, c'est 9 fois BER fois 1 moins BER puissance 8. Donc là, le gap, il est peut-être un peu élevé pour passer à Pn de manière générale. Donc on va s'intéresser au cas juste au-dessus, qui est P2. La probabilité d'avoir 2 bits faux et 7 bits justes, il va y avoir un BER au carré et 7 bits justes, 1 moins BER puissance 7. Au passage, il peut être utile d'écrire que 7, c'est 9 moins 2. Et le chiffre à mettre devant, le nombre de combinaisons possibles, la première boule rouge, quand vous avez 9 cases, vous avez 9 possibilités. Hein. Et ensuite, une fois que vous avez placé votre première boule rouge, la deuxième, il ne reste plus que 8 cases. Et le point important, c'est que les deux boules rouges, elles sont indiscernables. Donc vous les mettiez dans le sens 1, 2 ou 2, 1, ça ne change rien. Donc il faut diviser par 2. Et donc le résultat important, c'est voir que quand on va vouloir généraliser, je vais prendre une couleur, P indice n, donc vous allez avoir du BER puissance n fois 1 moins BER puissance 9 moins n, et que ce qu'il faut mettre devant, donc vous allez avoir du n factoriel déjà. Parce que la façon de ranger 3 boules numérotées dans 3 cases, une fois que vous avez affecté les boules rouges dans n cases, il y a factoriel n façons de les permuter ensemble, et donc il va falloir diviser par factoriel n vu que ces boules ne sont pas discernables. Et au numérateur, ce que vous pouvez voir ici, c'est que c'est un produit qui part de 9 fois 8 fois 7 fois etc. et qu'il contient n facteurs. Donc en fait, vous allez devoir faire un factoriel 9 auquel on va ôter un certain nombre de facteurs, ceux vers la fin. Et ceux vers la fin, pour supprimer le nombre qui va bien, c'est ça. Donc au passage, hein, donc c'est le 9n, la notation
compact. Pas bien écrit. Ou les C9N, enfin bon, peu importe. Donc la formule générale, ça sera ça. Au passage, hein, ça c'est une loi binomiale. Et donc, ça nous permet de calculer la probabilité d'avoir strictement n erreurs. Et c'est ce qui va nous servir pour pouvoir évaluer l'efficacité du bit de parité. Donc le taux d'erreur par bit constaté au niveau de l'émission, il est donc de 10-5. Là j'avais des slides en excès pour répondre à cette question-là. Dans quel éventuellement pluriel cas peut-on détecter que la trame est erronée au moyen du bit de parité? La réponse est uniquement si il y a un nombre impair, décidément, impair d'erreurs. S'il y a un nombre pair d'erreurs, ça marche plus. Impair. Là, je sais plus s'il y a un E ou s'il n'y a pas de E. Enfin bon, bref. Les cas où on a un nombre pair d'erreurs ne seront pas détectés. Donc là, quelle est la probabilité d'avoir une trame élémentaire erronée non détectée? Eh bien, comme la probabilité d'avoir une erreur est totalement disjointe d'avoir 2 erreurs, est totalement disjointe d'avoir 3 erreurs, parce que c'est à chaque fois des probabilités d'avoir strictement une erreur, ou 2 erreurs, ou 3 erreurs. Donc on peut sommer les probabilités, ce sont des événements disjoints. Donc c'est des patates qui se chevauchent pas. Donc la probabilité d'avoir 2 erreurs, plus la probabilité d'avoir 4 erreurs, plus la probabilité d'avoir 6 erreurs, plus la probabilité d'avoir 8 erreurs, ça sera la probabilité d'avoir une trame erronée non détectée. Donc P2 plus P4 plus P6 plus P8. Donc c'est ça ce qu'on recherche. Donc ça nécessite quelques petits calculs. Alors pour accélérer les choses, en fait, c'est P2, c'est le terme prépondérant. Les P4, P6 et P8 sont négligeables. Donc c'est essentiellement P2. Donc je vous laisse faire l'application numérique. Il n'y a pas de...
Ça fait 3,6 10-9. Voilà. 3. Mince, oui, avec le crayon, ça sera mieux. 3,6 10 moins 9. Donc l'ordre de grandeur, c'est 10 moins 9. Donc vous avez une chance sur 1 milliard d'avoir une trame erronée non détectée. Alors plutôt une chance sur 300 millions. Donc ça peut sembler faible, mais il faut bien garder à l'esprit que, alors bon, là, c'est effectivement faible avec les débits euh, considérés ici. Le, le temps moyen entre deux occurrences sera très très long. Mais il faut toujours se rapporter à un débit pour savoir si c'est fréquent ou pas fréquent. Si jamais vous avez une liaison haut débit qui vous occasionne un taux d'erreur de l'ordre de, allez, on va dire une chance sur 300 millions, et que vous êtes à 1 million de trames par seconde émises, bah donc il faudra, le temps moyen entre deux occurrences de ce genre d'événement, ça sera 300 secondes. Donc ça sera loin d'être anecdotique. Donc ça arrivera fréquemment, et puis après tout dépend de l'application et de la nature des signaux que l'on transmet. Est-ce que c'est du son, est-ce que c'est de l'image, est-ce que c'est de la vidéo, est-ce que c'est et quel effet aura cette erreur sur la transmission? Est-ce que ça va faire planter? Est-ce que ça va donc si c'est un fichier exécutable que vous transmettez de cette manière-là, bah forcément s'il est altéré, il s'exécutera pas bien. Enfin bon, ça va plus marcher. Alors que si c'est un mot qui code une couleur d'un pixel et éventuellement juste une partie d'un pixel, si c'est du RVB, euh, une image en couleur avec du rouge, du vert, du bleu, et chacun codé sur 8 bits, et que un, un pixel est altéré juste sur une couleur, ça va pas forcément se voir. Donc voilà, faut toujours se rapporter à l'application, au débit, et voir le niveau de criticité de ce problème avant de se lancer dans une technique plus sophistiquée qui va pouvoir diminuer drastiquement l'erreur, mais au prix d'une complexité accrue, éventuellement d'un débit réduit, etc., etc. Parce que forcément, si vous rajoutez des redondances dans votre signal, pour un débit brut donné, votre débit utile va se casser la figure. Donc voilà, c'est tout pour cette partie-là. Au passage, c'est la petite remarque que je fais tout le temps, c'est pas le genre de question que je pose au final en règle générale, si ça peut vous rassurer. Alors par contre, ce qui suit peut correspondre à des questions qui sont posées au final. La modulation multiniveau. Donc l'application visée maintenant requiert un débit supérieur à celui autorisé par la modulation traitée à la question 2. Nous allons donc nous intéresser à une technique de type QAM. Alors j'ai dit MAQ en cours, c'est tout simplement la version anglaise, hein. C'est de la modulation d'amplitude en quadrature, à 16 états distincts comme représenté à la figure 2. Combien de bits sont codés simultanément par un point de la constellation de la figure 2? Donc la constellation, il faut considérer que vous avez une sinusoïde qu'on note I, qui va être modulée en amplitude avec 4 valeurs possibles. Et une haute sinusoïde en quadrature avec la première, c'est pour ça qu'elle est notée Q. Donc l'un c'est cosinus et l'autre ça sera les sinus. Et ce sinus va être modulé en amplitude par 4 valeurs possibles. Et donc forcément, quand vous avez une certaine amplitude pour l'un et une certaine amplitude pour l'autre, vous allez avoir un point dans la constellation. C'est ça que ça représente. Donc combien de bits sont transmis par un point de la constellation? Il n'y a pas de piège, hein.
si vous numérotiez les points de la constellation, de 0 à 15, grosso modo, il vous faudrait combien de bits? Pardon, 4. 4 bits, oui. Donc 2 par axe. Donc on peut imaginer par exemple les abscisses codées par donc 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Et donc tous les points qui sont sur la même colonne seront affectés des mêmes codes associés à l'axe des abscisses. Et pour l'axe des ordonnées, il y a 4 valeurs possibles d'ordonnées. Et on fait pareil. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Et donc, une fois qu'on a dit ça, bah, si je prends un point particulier, celui-là par exemple, bah, il sera de coordonnées 1, 1 en abscisse et 1, 1 en ordonnée. Donc le message, ça sera ça. Et si on considère le point qui se trouve, alors pour là, tiens, on va prendre un autre, celui-là, et ben le code, ça serait ça. Donc voilà. Donc le point important là-dedans, c'est que il faut pouvoir distinguer les points qui en pratique sont plutôt des tâches à cause du bruit, et que bah, ces tâches soient bien disjointes les unes des autres pour pouvoir séparer et, bien récupérer les 4 bits sans faire d'erreur. Et donc bah, potentiellement en récupérant un point, on récupère 4 bits d'un coup. Pour un temps symbole TS donné, durée d'application d'un point de la constellation, on admettra que la fréquence de modulation est sensiblement égale à 1 sur TS. Donc fréquence modulante. « 1 sur TS. Bon, c'est un choix. Hein. S'agissant d'une modulation d'amplitude dont les propriétés sont similaires à la version analogique vue précédemment, donc vue au TD précédent et au cours de la semaine dernière. Quelle est la valeur de TS produisant une occupation spectrale identique à la FSK de la partie 2? Alors, le fait que ce soit la FSK n'a pas d'importance. La bande dont on dispose, c'est 1 MHz. Or, je vous rappelle, la bande occupée en AM, la formule, c'est 2 FM. Donc 2 sur TS. Donc, quelle est la valeur de TS permettant d'avoir une bande de 1 MHz? Eh bien, ça fait TS égale à 2 sur 10 puissance 6. Donc, ça fait 2, 10, moins 6, 2 microsecondes. Donc là, c'est tout ce qu'il y a à dire dans pour cette question-là. Question suivante. Dans ces conditions, quel est le débit binaire correspondant? Et donc, par temps symbole, TS, on transmet 4 bits. 1 sur TS,
c'est le nombre de symboles par seconde. Et comme un symbole ça correspond à 4 bits, ça vous fait un débit brut qui est égal à 4 sur TS, tout simplement. Et donc 4 sur 2, 10 moins 6, ça fera du 2, 10 puissance 6, c'est-à-dire 2 mégas. Alors vu que c'est pas une fréquence, c'est un débit, donc on va garder l'unité, on pourrait dire 2 MHz, mais c'est 2 mégabits par seconde, à comparer aux 9600 bits par seconde qu'on avait tout à l'heure. Donc là, le débit, il est bien évidemment considérablement augmenté. Mais après, faut essayer d'évaluer ce qu'on peut en faire de ce débit. Donc là, c'est la fin du sujet tel qu'il est posé, mais donc on va aller un peu plus loin. C'est ce que je fais classiquement. La partie sur le CDMA, on va pas le faire. Si vous voulez, vous pouvez le faire à titre d'exercice. Il suffit de dessiner les formes d'ondes et puis de vous en convaincre que ça marche. Il n'y a pas grand chose à faire. Là, ce qu'on va faire, c'est plutôt considérer un cas d'application, toujours pour de la domotique, donc une caméra de surveillance. Donc une caméra de surveillance, ça n'a pas forcément besoin d'une très haute résolution, ça peut, mais c'est pas indispensable. Ça n'a pas besoin de faire beaucoup d'images par seconde, on n'a pas besoin d'avoir une image fluide. Donc, et puis ça n'a pas besoin d'être en couleur. Donc on va considérer des images de 640 par 480 pixels, donc c'est le VGA historique, et des pixels en noir et blanc, ou plutôt niveau de gris. Et donc 256 niveaux de gris. Donc chaque pixel va se voir affecter un nombre entier entre 0 et 255. Et avec une cadence de 10 images par seconde. Et donc je vous demande de calculer le débit binaire nécessaire pour ça. Donc pour y répondre, première chose, c'est combien de bits sont alloués par pixel. 256 valeurs. Ça fait combien de bits pour coder 256 valeurs? 8. 8 bits. Donc par pixel. Et puis après, il faut se laisser guider par les unités. 640 par 480 pixels par image. Et donc 640 par 480 pixels par image que multiplie 10 images par seconde que multiplie 8 bits par pixel,
les pixels ça se simplifie, les images ça se simplifie, il va rester des bits par seconde. Et donc ça c'est le débit utile. Donc 8 par 640 par 480 par 10, par 10, sinon. Ça fait Ça fait 24,576 10 puissance 6. 24, combien 576. 576 mégabits par seconde. Sachant qu'on dispose d'un canal qui permet de faire passer 2 mégabits par seconde. Conclusion, il y a un problème. À votre avis, comment on peut s'en sortir? Bon, ça vient, c'est pas dans le cours, hein. C'est la culture générale que vous pouvez avoir par ailleurs quand vous manipulez des images, de la vidéo, du son. Du son par exemple. Un, un fichier .wave. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est la différence entre un fichier .wave et un fichier MP3? Ou entre une image au format BMP et une image au format JPEG? C'est pas la résolution. C'est pas la résolution, non. C'est pas compressé. C'est compressé. Il y a effectivement de la compression qui est effectuée. Alors c'est une compression qui est destructive. Euh, Dans le cas des JPEG, il y a une dégradation qui est faite par rapport à bitmap. Les fichiers BMP, c'est bitmap. Pour euh, le son, les points wave, normalement, c'est un échantillonnage, hein, 16 bits, avec 44 100 échantillons par seconde. Si vous faites le calcul, ça prend beaucoup de place. Et il est clair que quand vous manipulez des fichiers MP3, ça prend nettement moins de place parce que on utilise un algorithme de compression. Donc c'est la décomposition en ondelettes. Pour être précis, c'est pas une transformée de Fourier, c'est pas une série de Fourier, c'est quelque chose qui s'apparente d'une certaine manière, mais pas totalement. En fait, au lieu d'avoir des sinusoïdes qui s'étendent de moins l'infini à plus l'infini, les ondelettes, c'est plutôt des sinusoïdes amortis qui sont localisés à un instant bien précis et qui disparaissent au cours du temps. Et donc, en fait, ça permet de décrire un signal avec des signaux de base qui ne nécessitent pas beaucoup de paramètres de réglage et donc qui permettent d'économiser de l'information à stocker pour restituer un signal qui est assez proche du signal de départ.
Donc ça c'est destructif. Et dans le cas d'une caméra de surveillance, on peut utiliser ce genre de procédé, hein, ça c'est possible, mais aussi on peut faire de la compression non destructive qui se base sur des spécificités de l'application. Quand vous avez une caméra de surveillance, vous filmez avec une caméra qui peut être fixe, une scène qui est globalement fixe, et vous avez assez peu de choses qui bougent dans l'écran. Donc d'une image à une autre, vous avez à transférer uniquement ce qui a changé d'une image à l'autre, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc en fait, vous avez très peu de choses à envoyer la plupart du temps, et quand une personne passe dans le champ, toute l'image ne change pas. Donc voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Et donc par des calculs assez simples, vous pouvez avoir une idée de ce qu'il faudrait pour faire passer l'information. Et après, vous n'êtes pas des spécialistes de compression de données, mais vous pouvez aller voir des spécialistes pour leur dire voilà, je dispose de ça et j'aurais besoin de ça. Est-ce que en utilisant une technique de compression particulière, est-ce que ça passe ou pas? Et puis après, il y a les questions à se poser. Est-ce que l'algorithme de compression, il peut s'exécuter en temps réel? Parce que si c'est de l'image du son qui est filmée en temps réel et qu'on a besoin de disposer de l'information en temps réel, il faut que l'algorithme ne soit pas trop lourd non plus, hein. Parce que sinon, on utiliserait le format zip pour tout faire. Mais faire des zips en temps réel, c'est peut-être pas faisable. Bon. Vous avez pas l'air très très réveillé dans l'ensemble, hein. Il n'y a pas beaucoup de gens qui interagissaient. Bien voir que c'est la dernière séance, hein, donc si vous avez des questions à poser, c'est maintenant ou jamais, hein. Tout est clair, tout est assimilé, vous êtes prêt pour le final de la semaine prochaine? Bon, comme d'habitude, normalement si l'enregistrement s'est bien passé, je uploaderai la vidéo sur YouTube et vous pourrez la revoir d'ici le final, mais la vidéo vous répondra pas à vos questions. Donc Pour ma part, c'est bon, j'ai pas de questions. ok. Bon. On va en rester là, et puis je vous souhaite une bonne fin de journée, de bonnes révisions pour être fin prêt la semaine prochaine pour l'examen. Je vais arrêter l'enregistrement.